Salut tout le monde pour une nouvelle vidéo sur entraîner votre cerveau. Alors aujourd'hui, on va voir les fondamentaux du workflow de PyTorch et aussi on va bâtir notre premier modèle de machine learning. Alors commençons. Alors maintenant, on va parler du workflow de PyTorch. Mais d'abord, il faut comprendre que l'essence du machine learning et du deep learning est de prendre des données du passé, de construire un algorithme, comme un réseau de neurones par exemple, pour y découvrir des motifs. Puis, on va utiliser ces motifs découverts pour prédire l'avenir. Alors maintenant, plongeons dans les détails. Alors, le workflow de PyTorch se décompose en 6 étapes. La première étape est la préparation des données. Alors, il faut comprendre que les données peuvent vraiment être n'importe quoi. Ils peuvent être des images, des tableaux, un email, des vocaux. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? On va traduire ces données en des valeurs numériques. Et plus précisément, on va les traduire à des tenseurs. Alors, ceux qui ne connaissent pas c'est quoi un tenseur, ils peuvent revenir vers ma vidéo précédente pour mieux comprendre vraiment de façon détaillée c'est quoi les tenseurs, vu que ce sont les bases de PyTorch, puis revenir continuer cette vidéo. Après ça, on va faire la construction du modèle. Alors ici, on va apprendre c'est quoi la fonction de perte, l'optimizer, et on va construire une boucle d'entraînement. Après ça, on va entraîner notre modèle et après, on va l'évaluer. Comment? On va prédire quelques inputs avec notre modèle entraîné et on va voir s'il a arrivé vraiment à trouver d'une façon, ou bien à prédire d'une façon précise les valeurs qu'on lui a données. Après, si on est satisfait des résultats, on va sauvegarder et charger notre modèle. Et finalement, on va faire la mise en œuvre complète de tout ce qu'on vient de dire. Alors maintenant, passons au codage. Alors ici, j'explique seulement le workflow de PyTorch. Cela sont les étapes que j'ai déjà expliquées auparavant. Et ici, j'explique comment obtenir de l'aide. Alors la première option est juste d'aller sur GitHub et de relire ce code. Vous trouvez le lien sous la vidéo. Ou bien vous pouvez juste poser les questions dans la page de discussion de GitHub. Et finalement, il y a aussi un forum très intéressant pour les développeurs de PyTorch, un endroit très utile pour tous ceux qui veulent développer leurs compétences en PyTorch ou bien poser des questions intéressantes. Alors maintenant, la première des choses à faire est d'importer les librairies nécessaires. Dans notre cas, la première librairie très importante est bien sûr Torch. Alors on va importer d'abord Torch. Après ça, on va importer une librairie peut-être la plus importante dans tout machine learning, qui est le ANN. Donc, from Torch, on va importer ANN. Donc, ANN fait référence à Neural Network. Et comme je l'ai déjà dit, c'est la base de tous les algorithmes de machine learning. Après ça, on va importer donc matplotlib as PLT. Donc ça va nous aider à printer et visualiser les données après quand on va avancer dans le code. Maintenant, on va passer aux données. Alors, comme je l'ai déjà expliqué, les données sont vraiment les plus importantes, la chose la plus importante dans tout le machine learning. Ils peuvent être des images, des vocaux, des emails, des tableaux, vraiment n'importe quoi. Et après ça, on va traduire ces données en tenseurs. Bon, dans notre cas, on va commencer doucement. Donc, on va générer une droite et on va essayer de prédire les valeurs de cette droite. Alors, la première étape est de générer la droite. Donc, là, on va commencer par un poids. Donc, on va prendre par exemple 0,7. Après ça, on va générer un biais qui sera 0,3. Et on va générer nos données input. Donc, on va commencer par 0. Le AND se termine vers 1. Et le step sera égal à 0,02. Donc, tout ça vont être utilisés pour générer un tenseur xtorch.arrange. Donc, il va générer des valeurs vraiment strictes en commençant par, ou bien des valeurs séquentielles en commençant par 0 et il va finir par 1 avec ou bien plutôt, pardon, and et il va finir par, et avec un pas de step de 0,02. Donc maintenant, quand on va printer notre x, qu'est-ce qu'on va trouver? Effectivement, notre x contient des valeurs séquentielles de 0 jusqu'à 1, mais le problème c'est que on a ici un vecteur ligne. Donc toutes les valeurs sont condensées en une seule ligne.
Et le problème avec les vecteurs lignes, généralement, c'est qu'on a un peu du mal à assigner chaque valeur de x à un output y. Le meilleur scénario serait d'avoir chaque valeur seule dans sa propre ligne. Donc le meilleur scénario, c'est d'avoir 50 lignes avec chaque ligne une seule valeur. On peut printer le shape de x pour voir mieux, ou bien comprendre mieux. Alors le shape de x contient 50 scalars, comme on peut le voir ici. Et notre but, c'est d'ajouter 50 lignes et 50 lignes avec une seule colonne, donc avoir un vecteur colonne. Comment on va faire cela? On va utiliser la fonction nsqueeze et on va fixer la dimension est égale à 1. Alors ici, la fonction nsqueeze va ajouter une dimension à x et l'ajout de cette dimension, c'est avant ou bien après, au début ou bien à la fin, sera déterminé par l'attribut dim ici. Donc dim ici est égal à 1. Donc quand on pose dim égal à 1, le shape va devenir une vecteur colonne. Et donc si on print x, maintenant on peut clairement voir qu'on a 50 valeurs ou bien 50 lignes pour une seule colonne. Maintenant, on va passer au output. Donc, le output de notre fonction, comme on l'a déjà dit, sera une ligne ou bien une droite. Donc, on va juste multiplier le poids qu'on a déjà défini par nos inputs, puis ajouter le biais. Et maintenant, on va printer les y pour les voir. Et effectivement, on a 50 lignes pour une seule colonne. Pour mieux voir x et y, on va juste printer les 10 premières valeurs de x et les 10 premières valeurs de y. Effectivement, voici les 10 premières valeurs pour les inputs et pour les outputs. Alors maintenant, on va passer à la construction d'un modèle capable d'apprendre tout seul la relation entre les caractéristiques x et les étiquettes y, ou bien labels en anglais. Donc, comment on va faire cela? La première étape est de diviser les données en des sous-ensembles. Alors, le premier ensemble est l'ensemble d'entraînement, le deuxième est l'ensemble de validation et le dernier est l'ensemble de tests. L'ensemble d'entraînement constitue entre 60 et 80% des données totales et il est toujours utilisé. L'ensemble de validation constitue entre 10 et 20% des données totales et il est souvent mais pas toujours utilisé. Et finalement, l'ensemble du test qui constitue entre 10 et 20% des données totales mais il est toujours utilisé. Donc, comment comprendre ces sous-ensembles? Alors, on va supposer que notre modèle est un étudiant. D'accord? Pour que l'étudiant puisse réviser à son test ou bien à son examen, il a besoin du cours. Les cours ici représentent l'ensemble d'entraînement. D'accord? Et supposons que l'étudiant a les examens passés. Donc, les examens passés vont constituer l'ensemble de validation. Donc, tout ça se fait entre l'étudiant et lui-même. L'ensemble du test, il constitue l'examen du jour J. Donc, l'ensemble du test le test ne peut pas être oublié ou bien ne peut pas être fait. L'ensemble de validation peut ne pas être fait, mais l'ensemble d'entraînement doit être fait. L'étudiant doit réviser son cours afin de passer le test, mais l'étudiant n'est pas obligé de faire les examens passés afin de réviser. D'accord? Alors, maintenant, traduisons tout ça en code. D'abord, on va constituer le premier ensemble qui est l'ensemble d'entraînement. Mais pour cela, on doit d'abord diviser notre data. Donc, on va déclarer une variable division. Si on sait déjà le nombre, on va directement faire le nombre 40, par exemple, ou bien on va faire int qui est 0,8 fois la taille totale de notre vecteur, soit x, soit y, ils ont la même taille. Pardon, ici c'est LE1. Et on va printer cette division. Donc voici, cette valeur représente 80% de la taille totale ou bien des données totales qu'on a. Maintenant, on va séparer ces données totales en x terrain et y terrain. Donc, juste une petite remarque. Ici, quand on met x majuscule et y minuscule, souvent les majuscules représentent des vecteurs et les minuscules représentent des scalaires. Ça, c'est une convention dans le machine learning. Même maintenant, même dans notre cas, on a juste x est une seule valeur. Mais on écrit toujours x majuscule, tout simplement parce que généralement les x sont dans les données sont par exemple
pour des données qui représentent la vente d'une maison. Les inputs peut être la location de la maison, la surface de la maison, le nombre de chambres de cette maison. Et Y va toujours être qu'une seule variable qui est par exemple le prix de cette maison. Donc X contient plusieurs variables, le prix, la surface de la maison, pardon, le nombre de chambres, etc. Donc c'est un vecteur. Et Y contient une seule valeur qui est le prix de cette maison. Donc c'est un scalaire. C'est pour ça qu'on met Y minuscule. Juste une petite remarque pour le futur. Donc maintenant on va diviser ça. Donc Xtrain va contenir les datasets de X entre qui vont commencer de 0 jusqu'à 90% de datasets. Donc jusqu'à division. Et pour Y, c'est la même chose. Donc, on aura Y qui va commencer de 0 jusqu'à la division. Donc, la même chose maintenant pour X test et Y test. Dans nos cas, vu qu'on a un exemple un peu simple, on va utiliser que l'ensemble d'entraînement et l'ensemble de tests. D'accord? Donc, on va prendre le reste des datasets, donc qui est X qui va commencer de division, ou bien de la variable après la division jusqu'à la fin. Et la même chose avec Y. Donc, il va commencer de la variable après la division jusqu'à la fin. On va printer nos deux variables ici, afin de vérifier ce qu'on vient de dire. Donc, y.shape, ou bien plutôt... Oui, on va faire y.shape, xterrain, voilà, yterrain.shape, et xtest.shape et ytest.shape. On va printer tout ça et on peut clairement voir que chacun a une shape de 40 pour le xterrain, de 40 pour yterrain, de 10 pour le xtest et de y pour le xtest. Maintenant, on va passer à la visualisation de ces datas. Tout simplement parce que c'est toujours plus intéressant de voir ces datasets plutôt que de juste les lire. Donc, comment on va faire ça? On va définir une fonction plot prediction, et dans les arguments de cette fonction vont être tout simplement le xterrain. Alors, le xterrain, le yterrain, le xtest et le y, je vous laisse deviner exactement, c'est test. Finalement, on va aussi ajouter un argument qui est nos prédictions. Cet argument, on va l'utiliser après quand on va entraîner un modèle de machine learning qui va prédire les valeurs de y-test. Donc là, pour l'instant, on ne va pas l'utiliser. Donc c'est pour ça que j'ai mis la valeur par défaut égale à no1. Maintenant, on va commencer par définir les dimensions de notre figure. En utilisant figSize est égal à... Donc, ça sera, on va prendre une taille standard qui est 17. Après ça, on va définir ou bien plotter les premiers datasets qui sont les datasets d'entraînement. Donc, ça sera dans l'axe des X, on va plotter Xtrain. Dans l'axe des Y, on va mettre YTrain. La couleur sera égale à bleu. Le label ou bien le titre va être égal à training data. Maintenant, on passe au dataset du test. Donc, ça sera plot.scatter. Dans l'axe des X, on va mettre xtest. Dans l'axe des Y, on va mettre ytest. La couleur sera égale à, cette fois-ci, on va faire le rouge, green. Et le label sera égal à testing data. Maintenant, on va ajouter nos prédictions. Si jamais on utilise un machine learning et on a des datasets de prédiction, on va juste mettre que if predictions is not equal or is not no one, alors on va tout simplement plotter ces prédictions. Donc, comme je l'ai déjà dit, les prédictions vont prédire les X-tests. Donc, ce sera les X-tests dans l'axe des X. Les predictions, le C est égal à rouge. Donc, donc ici, ça sera red, oui, rouge. Donc, label est égal à
predictions. Maintenant, on va utiliser cette fonction pour visualiser les données précédentes. Donc, on va mettre plot. Bon, d'abord, on doit exécuter la cellule afin de la sauvegarder dans le workspace. Maintenant, on va utiliser plot prediction et on va entrer prediction et on va entrer les données. Donc, on aura xtrain, voilà, xtrain, ytrain, maintenant x test, y test. Voilà, donc on n'a pas de prédiction, donc on va pas l'entrer, donc elle sera par défaut no. On fait un CTRL-T et effectivement, on peut clairement voir la ligne à la droite qu'on a générée nous-mêmes en utilisant les datasets précédentes. Donc, en bleu, ici, on a les datasets de traînage. Donc, effectivement, ils représentent bien 80% des datasets. Et en vert, ici, on a les datasets qu'on va utiliser pour tester notre modèle de machine learning. Maintenant, on passe directement au but de cette vidéo, qui est la création de notre premier modèle machine learning. Donc maintenant, on va commencer avec la création de notre classe qui sera appelée Linear Regression Model. Donc dans cette classe, on va utiliser la boîte à outils, comme j'aime le dire, de NN Module. Donc on peut dire que NN Module contient presque toutes les fonctions de PyTorch. C'est vraiment la source de tous les outils de machine learning en PyTorch. Donc, c'est NN.module. Maintenant, on va initier cette classe en utilisant nf.init. Pardon. Donc, on ferme maintenant en fait, on déclare le self, puis on ferme les parenthèses. On ajoute 2 points. Maintenant, on saute la ligne. Maintenant, on va ajouter super entre parenthèses. Bon, en fait, pour comprendre cette ligne que je suis en train de lire, je vous conseille d'aller faire une petite révision sur la programmation orientée à objet en Python. Je vous ai mis un lien utile ici. Donc, afin de comprendre qu'est-ce que je suis en train de faire et pourquoi j'écris une deuxième init, en tout cas, ça, c'était une de mes questions quand j'ai débuté en machine learning. Pourquoi j'ai écrit le premier init puis le deuxième? En fait, cette vidéo va répondre à toutes vos questions. Maintenant, on saute la ligne et on commence par écrire les paramètres de notre modèle qu'on veut entraîner. Alors, le premier paramètre est le poids ou bien le weight qu'on a déclaré auparavant. Donc, ici, alors, notre weight est égal à quoi? On va le définir par nn.parameter. Donc, ça, il va déjà, nn.parameter va initier notre poids qu'on veut entraîner. Bien sûr, ça sera une valeur ça sera un tenseur. Donc, on va prendre, ou bien on va initier la valeur de ce poids par torch.rand, qui va initier la valeur de ce poids avec une variable aléatoire. Puis, on va écrire requires grad. Donc ici, cette fonction va dire si alors notre paramètre va utiliser le gradient lors de l'entraînement pour s'entraîner. Voilà, lors de l'entraînement de notre modèle, est-ce que ce paramètre qui est le weight dans notre cas va utiliser le gradient pour faire un update ou bien une mise à jour de sa valeur pour se rapprocher à la valeur exacte. Et finalement, on va déclarer le dtype de ce paramètre qui sera égal à of torch.float. Donc, tout simplement pourquoi? Parce que PyTorch adore les floats. C'est pour être plus exact, float 32 bits. Donc ça, c'est pour le premier paramètre qu'on veut entraîner. Le deuxième paramètre est self. Je vous laisse deviner. Effectivement, c'est bias. Donc, c'est le deuxième paramètre qu'on veut entraîner afin qu'il se rapproche de la valeur exacte de nos données. Donc, ça sera nn.parameter. On va ouvrir les parenthèses. On va aussi initialiser le bias par une valeur random.
et que cette valeur va être de dimension 1. Donc, on n'aura qu'une seule valeur. Après ça, on a requires grad. Comme toujours, il va utiliser le gradient afin de faire une mise à jour de ce paramètre qui est le bias pour se rapprocher encore mieux de la valeur exacte. Donc, ça sera un true, pardon. Et finalement, le dtype qui sera égal à torch.float. Comme toujours, le PyTorch adore les floats. D'accord? Et donc, finalement, maintenant, on va définir une méthode qui sera appelée le forwarding ou bien forward. Et cette méthode va tout simplement définir le output de ce modèle. Donc, la prédiction de cette modèle. Donc, dans ses attributs, ça sera self et x. Donc, x, on peut écrire ici que c'est un tensor dot torch. Donc, pardon, c'est l'inverse, c'est torch.tensor. Juste pour déclarer le type, sinon c'est pas vraiment aussi nécessaire. Donc, et qu'est-ce qu'il va retourner? Je vous laisse deviner ici. Donc, il va retourner la valeur estimée de notre modèle. Donc, tout simplement, il va retourner self.weights qui va être multiplié par les inputs, ceux-là, donc qui sont x. Pardon, moi je dois écrire x majuscule ici parce que généralement x est un vecteur comme je l'ai déjà expliqué. Et on va ajouter quoi? Bien sûr le bias. Donc à la fin, ce modèle va essayer d'estimer les poids, les weights, le bias, le B, et finalement il va retourner la valeur estimée pour une donnée x en utilisant le poids qui s'est entraîné qui est le nouveau poids, voilà, et le nouveau bias. D'accord? Donc ça, c'est tout pour notre modèle. Alors pardon, ici, j'ai juste oublié les deux points. Donc on va relancer. Voilà, donc ici, on a déclaré notre modèle avec succès. Maintenant, on passe à la prochaine étape qui, tout simplement, voir le contenu de ce modèle. Par exemple, on veut d'abord, afin d'utiliser ce modèle, et vu qu'on a utilisé ici la variable rand, donc à chaque fois qu'on fait modèle, par exemple, on va appeler modèle 0 est égal à regression linear regression model, voilà. Les paramètres de ce modèle vont se réinitialiser à chaque fois. Donc, c'est pas vraiment aussi pratique. Donc, pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire, on va voir ou bien printer les paramètres de ce modèle. Donc 0. Parameters. Donc, je crois que c'est comme ça. Donc, alors, oui, pardon, donc j'ai oublié de appeler parce que c'est une fonction callable. Voilà. Donc, ceux-là sont le poids, le premier paramètre de notre modèle, et le deuxième est le bias, qui est le deuxième paramètre de notre modèle. On peut voir qu'à chaque fois qu'on fait contrôle-entrée, ces paramètres sont en train de changer. Donc, à chaque fois qu'on entraîne notre modèle, on aura des différents résultats. Afin d'éviter cela, on va tout simplement utiliser, ou bien on va fixer les poids ici en utilisant torch.manualSeed, et aussi on va mettre n'importe quel nombre qu'on veut. Pour moi, j'aime bien le nombre 43, c'est mon porte-bonheur. Donc voilà, on peut maintenant clairement voir que à chaque fois qu'on fait contrôle-entrée, les poids et le bias de notre modèle ne changent pas. Une deuxième méthode pour obtenir les paramètres de notre modèle, et c'est la méthode la plus utilisée, c'est tout simplement d'utiliser model0.state deck, qui est, tout simplement, on va obtenir les states d'une façon de dictionnaire de notre modèle, d'accord? Ça, c'est aussi, vous pouvez consulter les dictionnaires de comment créer un dictionnaire dans PyTorch. C'est pas vraiment on a juste le keys
ici dans un dictionnaire qui vont pointer, chaque keys va pointer à une valeur donnée dans le dictionnaire. Donc ici, on a le weights qui pointe vers la valeur de 0 à 45 et le bias qui pointe vers la valeur qui est un tenseur 0,19. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle a été utile. Si tu as aimé, n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. A plus.